Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif donc de l'actualité internationale vue de l'Afrique, vue du Maroc. Et c'est depuis le Maroc, précisément, que je vous propose aujourd'hui d'évoquer cette toute récente décision des autorités françaises d'interdire l'abaya à l'école. Un vêtement considéré comme un signe religieux manifeste par Gabriel Attal, le ministre français de l'Éducation, plus un signe politique, une attaque politique, a déclaré pour sa part le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, qui fait même porter à cette robe traditionnelle les symboles d'un prosélytisme avéré. Une nouvelle polémique donc dont la France semble être coutumière quand il s'agit du fait religieux et notamment du fait musulman. Une polémique dans laquelle le CFCM, le Conseil français du culte musulman, rappelle que l'abaya est tout sauf un vêtement religieux et met en garde contre une nouvelle discrimination à l'école de la République. Une crainte exprimée également par le parti d'opposition La France Insoumise qui dénonce une décision islamophobe. La France Insoumise qui a d'ailleurs annoncé son intention de saisir le Conseil d'État pour contester la légalité de cette décision. Alors quel regard les experts du Sud de la Méditerranée, les experts de l'Afrique ou d'ailleurs, portent-ils sur cette énième affaire aux accents hystériques dans l'Hexagone autour du fait musulman? Quel message les autorités françaises envoient-elles en prenant de telles décisions au nom de la laïcité et pour quelles raisons? On en parle avec le professeur Farid Lasri, directeur du Center for Global Studies et titulaire de la chaire Culture, Société et Faits religieux à l'UIR. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, quel décryptage faites-vous de cette nouvelle affaire autour de l'interdiction de l'abaya à l'école en France? Mais écoutez, en fait, le phénomène mérite d'être décrypté d'abord par le climat. Nous avons aujourd'hui un contexte qui est traversé par une série de crises identitaires et donc la thématique qui nous concerne aujourd'hui est pleinement au cœur de l'agenda identitaire. Donc on se questionne sur ce qui relève d'être le bienvenu à l'école de la République et ce qui ne l'est pas, autrement dit, ce qui correspond au cadre commun de la laïcité, ce qui doit en être exclu. Ça, c'est la première des dimensions. C'est, je dirais, de manière transversale. C'est un débat qui dure depuis aujourd'hui une quarantaine d'années dans le paysage, lorsqu'il s'agit de l'appliquer à des micro-phénomènes liés à une présence d'islam dans le contexte français. Ça, c'est la première des dimensions. La deuxième des dimensions, évidemment, c'est une question qui est beaucoup plus sérieuse sur la manière dont on rend la définition du cadre de la laïcité hyper plastique. C'est-à-dire que chacun se réapproprie, notamment en légiférant au nom de la laïcité, sur le fait de dire d'être conforme à ce cadre-là. Or, il est en soi problématique. La preuve, l'ensemble des recours qui vont aujourd'hui être posés nous indique évidemment qu'il y a une surdéfinition, une maldéfinition, une réappropriation parfois de la laïcité qui est dans la nacelle d'une approche davantage politicienne que politique et qui en même temps nous indique une forme d'intérêt pour des voix qui sont à la droite de la droite et qui rend évidemment le débat particulièrement houleux, sensible. La troisième des dimensions, je m'inquiète un petit peu sur la France qui est en train de perdre la langue française. Depuis le début de la polémique, on parle de abaya, qui est un terme en arabe, et c'est très intéressant de voir la manière dont on définit les termes. Avant cela, on a entendu parler de la burqa, on a entendu parler de djihad, on a entendu parler de sharia, etc. Et donc cette espèce d'islamisation par le vocable déjà biaise le débat. À quoi nous avons affaire? Nous avons affaire à une tenue vestimentaire longue portée par des jeunes dames dont on n'a pas d'études sociologiques qui portent exactement cette tenue vestimentaire. Et ce que l'on peut constater, c'est que ces jeunes filles, les images qui couvrent la fameuse tenue en question, nous indiquent que lorsqu'elles arrivent devant la porte de l'école, retirent leur foulard.
Donc, on a affaire à de jeunes filles républicaines conformes au cadre de la laïcité qui, après la loi de 2004, ont décidé d'accepter de retirer leur foulard. Après, il y a D'accord. une dimension sensible. Voilà. Alors, avant d'arriver justement à une autre dimension et au climat anxiogène, hein, envie de développer un peu cette dimension de la laïcité. Cette laïcité, au nom de laquelle, qui est portée comme un étendard en France depuis 40 ans, vous l'avez dit, elle est dévoyée de son sens originel, elle est traitée, maltraitée et exploitée à des objectifs politiques, politiciens, vous disiez. Revenons sur la genèse, la définition de cette laïcité qui, à l'origine, doit être garante, offrir et ne pas interdire la pratique des cultes au sein du territoire français. Absolument. Là, il y a un héritage dans le contexte français, c'est qu'elle est portée par des siècles, je dirais, d'expérience chrétienne, et il faut distinguer le christianisme de la chrétienté, c'est-à-dire le christianisme en tant que dogme, en tant que culte, en tant que pratique religieuse, et la chrétienté en tant que cadre culturel et civilisationnel. Lorsque, je dirais, la Révolution française s'impose, elle veut sortir évidemment non pas du christianisme, mais de la chrétienté, c'est-à-dire de l'impact qu'avait le religieux sur l'environnement culturel français, civilisationnel et politique, etc. Donc il y a eu une volonté de séparer le temporel du spirituel, et donc il y a eu évidemment ensuite cette expérience de la laïcité qui s'impose dans le paysage et qui nous dit très précisément la chose suivante, c'est-à-dire que les autorités n'ont pas vocation à dire ce qui est religieux, ce qui ne l'est pas, parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est un cadre de vivre ensemble où il y a une forme d'acceptation de toutes les expériences, de toutes les sensibilités, à partir du moment où ça ne porte pas préjudice, et notamment sur la question de ce qui a été qualifié de signes religieux, à partir du moment où ils ne sont pas ostentatoires. Donc c'est plutôt un cadre rassurant pour le collectif, apaisant pour le vivre ensemble, et qui, en même temps, ne reconnaît aucun culte ni ne finance aucun culte. Donc on n'a pas aujourd'hui des politiques qui doivent définir ce qui est un vêtement religieux et ce qui ne l'est pas. On dévoie quelque part le sens même et la finalité des valeurs qui font les fondements de la laïcité de la République française. Il est là Alors, aujourd'hui le paradoxe du débat. c'est tout un paradoxe, effectivement, du débat avec des valeurs de base, comme vous en parliez. Pourquoi, aujourd'hui, en France, l'équation fait musulman et climat anxiogène semble récurrent, systématique? Qu'est-ce que l'anthropologue que vous êtes et le spécialiste du fait religieux peut ressortir comme conclusion finale aujourd'hui, en 2023, en sachant que, comme vous l'avez dit, ces débats sont les mêmes depuis 40 ans? Oui, absolument. Je pense que la présence minoritaire d'un point de vue démographique, hein, des musulmans dans le contexte européen en général et français en particulier, nous montre quelque chose de très très important. C'est que la majorité aujourd'hui est en train de s'interroger sur son identité collective. Qui sommes-nous face à la déflation, face aux crises multiples, face à l'émergence d'un certain nombre de puissances à travers le monde, face à la sortie d'un héritage civilisationnel? Donc il y a une vraie crise de société et on se pose quelque part les contours de notre identité. Quand il y a une présence musulmane minoritaire qui arrive sans complexe, avec son appartenance, avec le respect du cadre laïque, etc., elle vient quelque part booster, interroger la collectivité dans la manière d'être et de dire nous savons qui nous sommes parce que nous ne sommes pas ceux-là. Et donc, quelque part, le débat d'islam va s'imposer dans l'agenda politique du fait que ça devient un merveilleux liquide de contraste sur tout ce que nous ne voulons pas être, sur tout ce qui n'est pas notre identité collective. Et ainsi, indirectement, on sauve les meubles de ce qu'est une identité quelque part fantasmée. Or, simplement, il faudrait revenir à un cadre précis sur quelles sont ces valeurs, quel est le cadre et quelle est son interprétation. Et la présence musulmane, évidemment, lorsqu'il y a eu la trajectoire migratoire, parce que ça reste une tendance historique de la présence musulmane en Europe, lorsque les premières générations arrivent, elles arrivent pour repartir. Quand les enfants naissent dans le paysage et puis progressivement ils vont à l'école, tout d'un coup, on découvre des jeunes filles
qui sont couvertes avec un foulard et on s'interroge collectivement qui sont-elles. On s'interroge non pas parce que leur maman ne portait pas le foulard, une bonne partie le portait également, mais on s'interroge parce que demain, on considère que ces jeunes filles sont aujourd'hui françaises et donc elles vont partager l'identité collective. Et c'est à partir de là qu'on a voulu réintervenir pour redéfinir ce qu'est l'identité. Ça coïncide justement avec 1989, le début de la polémique sur le foulard en France. Comment sortir de ce débat et essayer de dessiner une piste pour un cadre de vivre ensemble serein dans la société française, d'après vous, pour justement qu'une fois pour toutes, cette société multiculturelle s'apaise dans les deux sens, du haut vers le bas, que ce soit horizontal ou vertical, que l'on sorte de cet agenda identitaire, que l'on sorte de cette crise de société, que l'on sorte de cette interrogation et qui est une affirmation apaisée. Absolument. Alors, votre dernier mot est fondamental, apaiser. Le contexte aujourd'hui est tout sauf apaisé. Le débat sur l'islam ou sur les musulmans en général est souvent passionnel, passionnant, mais en même temps très conflictuel. Donc, il y a énormément d'émotivité dans le débat. Donc, première des pistes, peut-être qu'il faut rationaliser davantage, apaiser, calmer. J'ai entendu énormément de personnes dire que cette fameuse tenue n'est portée que par des musulmanes. Moi, je n'ai pas vu d'études sociologiques qui confirment ça. Donc, de quoi parlons-nous exactement? Ça, c'est la première dimension. Donc, aller vers un apaisement rationnel et débattre de manière dépassionnée. La deuxième des choses, c'est être pratique. La polémique touche à des jeunes filles, des jeunes filles qui vont à l'école aujourd'hui. L'école de la République ne doit pas s'intéresser aux vêtements des personnes, elle doit s'intéresser, est-ce que oui ou non, certains élèves m'empêchent de donner cours convenablement. Et je vous donne un exemple. Il y a une directrice d'école qui notamment a mis sur pied une procédure qui est tout à fait apaisante. Elle dit, moi j'ai été chez des jeunes filles qui portent des longues tenues et je leur ai dit par exemple pour un laboratoire de chimie, pour le sport ou pour telle contrainte objective, vaut mieux le retirer. Et les jeunes filles, sans mystère, l'ont retiré parce qu'on leur donne un argument qui est plausible. Le professeur, l'enseignant et l'école doivent être concentrés. Qu'est-ce que nous pouvons mettre comme cadre pour donner un enseignement efficace et non pas pour faire la police du vêtement et supposer l'intentionnalité et le fait de rentrer dans la garde-robe de ces jeunes filles. C'est en soi problématique. Et donc, je pense qu'il faut revenir quelque part à la raison et ne pas donner des prérogatives pour aller dans de la surinterprétation de vêtements qui sont passagers, qui sont à la mode et qui sont portés. Parce que généralement, c'est aussi beaucoup de vêtements qu'on trouve dans le prêt-à-porter. Et donc, il faudrait presque avoir un débat sur l'utilisation du textile en France, ce qui serait problématique. Ce serait effectivement problématique. Et donc, revenir à la raison, ce sera le mot de la fin, Falid El Asri. Merci infiniment d'avoir été dans cette alternative. Je rappelle que vous êtes directeur du Center for Global Studies à l'UIR, l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. Merci à vous. Merci. C'est la fin d'Alternative, à la semaine prochaine.